Donc, ce que j'aimerais vous partager, c'est une brève présentation depuis Antigua-Barbuda par rapport à fournir un nouveau paradigme de la paternité et ce que cela veut dire pour l'égalité de genre et la justice de genre. L'égalité et justice de genre et la paternité, selon Promundo, cela implique un engagement les pères d'une manière positive, non violente et significative pour le développement des enfants et aussi pour promouvoir l'égalité dans le fournissement des soins. Dans les Caraïbes, et je suis sûre que c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres pays, les activités des soins souvent reviennent aux femmes et cela implique aussi amener les enfants à l'école, se communiquer avec les professeurs pour comprendre les activités scolaires et pour aussi les gérer comme une part importante de leur vie quotidienne. Ce que nous avons fait à Antigua et Barbuda, c'est de travailler à- avec les statistiques et nous avons lancé une activité qui s'appelle les papas amènent leurs enfants à l'école. C'était une activité où on a choisi une école spécifique. Nous avons travaillé avec des papas pour souligner les politiques de l'école, répondre aux questions. Nous leur avons aussi fourni des ressources, des services et d'autres recommandations pour des soins responsables pour leurs enfants. Nous avons aussi abordé des besoins particuliers qu'ils avaient pendant cette session. Cette session a eu lieu en 2018. Nous avons travaillé avec une école en particulier et c'était aussi publicité dans la télévision, ce qui était très important. C'était aussi quelque chose qui comptait avec le soutien du directeur et les professeurs. Il y avait beaucoup de travail du directeur et des professeurs pour participer dans cette initiative. C'était pas la seule activité. En fait, cela était encadré dans une semaine d'activité menée pour engager les pères comme fournisseurs de soins. Il y avait des activités tant avec les pères comme avec les garçons. Et l'idée, c'était, et de nouveau, dans les Caraïbes, nous avons des problème par rapport à ce que la paternité implique et comment cela se regarde socialement. Et nous voulons fournir des ressources et aussi fournir une rétroalimentation. Plus de 30 pères ont participé. Ce n'est pas une école très grande. Il y a plusieurs centaines d'enfants et c'était pas mal du tout. Et il y avait beaucoup de pères et aussi des figures paternelles qui ont montré leur choix d'avoir eu l'opportunité de pouvoir participer. Et beaucoup de pères sentent qu'ils ne pouvaient pas se permettre de participer d'une telle activité due aux préjugés de la société qui voit ces activités comme quelque chose de réservé aux femmes. Et pour beaucoup d'entre eux, c'était la toute première fois que quelqu'un s'était approché à eux pour leur dire on a besoin de votre contribution, de votre perspective. Et nous avons
vu que beaucoup de pères, au lieu de ne pas être intéressés, ils étaient très, très intéressés de participer au futur. Donc, quelles étaient les leçons apprises? Les hommes vont participer dans des espaces non traditionnels une fois qu'ils s'y sentent bien. Et aussi, le manque de participation des femmes, ce n'est pas nécessairement dû à un manque d'intérêt, mais plutôt d'une pression de la société due au rôle genré. Et comme résultat, nous nous sommes rendus compte qu'il est très important de fournir des voies additionnelles pour encourager les femmes à devenir des fournisseurs de soins et aussi d'avoir des masculinités positives. Quand on regarde un changement de genre positif, nous croyons qu'à part de seulement parler aux hommes et aux garçons et de les engager, nous devons fournir et créer des espaces où ils se sentent à l'aise, où ils peuvent participer et où on les écoute au lieu de et simplement leur fournir de l'information parce que cela ne fait pas automatiquement en sorte qu'ils puissent participer. Donc, ça, c'était ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Et merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de présenter et j'espère qu'on pourra continuer à faire des programmes similaires. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs présentations et c'est très important et voir s'il y a encore plus d'opportunités pour pouvoir apprendre dans cet espace et voir ce dont on pourra profiter si on cherche à améliorer l'égalité de genre. Et Alors, je sais que nous avons déjà épuisé le temps qui nous était imparti, mais je sais toutefois qu'il est nécessaire pour nous d'éclaircir certains points. Donc, je vais demander à Craig ce qu'il en pense. Est-ce que il est préférable de poursuivre les trois présentations et puis de procéder ensuite à une séance de questions-réponses, ou est-ce que l'on approfondit maintenant la présentation que l'on vient de voir? Non, je propose de répondre à deux, trois questions maintenant, alors que nous avons la présentation encore bien claire à l'esprit. Et puis on va passer aux autres présentations ensuite. Bien. Donc, on essaye de faire avancer le travail effectué sur l'égalité entre les genres. Donc, j'ouvre cet espace d'intervention pour approfondir un petit peu le débat. Et le chat, bien sûr, vous pouvez soit lever la main, soit publier votre question dans le chat. Merci. Merci de me donner la parole, Mosua du Lesotho. Je voulais avant tout remercier cette présentation que l'on vient de voir. C'est très appréciable de voir le travail qui est effectué sur le terrain. Et j'ai juste une question pour Darren concernant le programme. Les pères emmènent leurs enfants à l'école. Et je voulais savoir, les mères seules, comment elles gèrent, comment gèrent-elles cela? Qu'ont-elles fait dans le cadre de ce programme? Daryl, merci pour cette question. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons invité les pères, effectivement,
Nous n'avons pas forcément travaillé avec les femmes. Nous avons travaillé avec les hommes, avec les pères, avec certains grands-pères également. Certains grands-pères se sont venus nous voir. Et puis d'autres membres de la famille également qui ont pu nous rejoindre. En fait, dans le cas où le père biologique n'était pas en mesure de participer, bien souvent, ce sont d'autres hommes de la famille qui ont participé à la séance. En fait, il n'y a pas seulement les pères, les personnes qui s'identifient comme les pères biologiques. Euh, ce sont, euh, Ce sont les hommes, d'une façon générale, qui jouent ce rôle, qui nous ont intéressés. Merci pour cette intervention. Autre question? Et puis Craig, nous allons continuer. Willow, c'est à vous. Merci beaucoup. Ma question est pour le deuxième orateur, Joseph, des Jamaïques. J'aime beaucoup l'idée d'avoir des histoires positives. Je trouve que c'est une excellente opportunité, une excellente stratégie. Et je voulais savoir, quelle référence avez-vous utilisée? Parce que je sais que bon nombre de personnes pensent faire une bonne chose, enfin, bien faire leur travail en matière de parentalité, mais en fait, cela n'est pas le cas. Donc, est-ce que vous avez établi des standards, des références pour orienter les parents? Oui, merci beaucoup pour cela. En fait, les références, euh, qu'avons-nous fait? Eh bien, quelques réflexions. Nous avons réalisé que euh, grand, la parentalité, on ne peut pas avoir de, de, de paternité sans maternité, hein. C'est en fait un ensemble, une alliance. Donc, c'est la parentalité qui est en question. Donc, nous sommes allés dans les communautés, nous avons cherché à travailler avec les communautés pour changer la culture parce que bien souvent, les, les pères ont des références très différentes par rapport aux femmes. Donc, il a fallu travailler avec chacune et chacun pour comprendre les influences, pour comprendre les, les idées, les références de chacun. Donc, on a cherché à savoir qui étaient les responsables principaux des enfants, pour qui faisait quoi, quelle était la langue utilisée en fait, parce que le langage utilisé par les mères était bien souvent différent de celui utilisé les pères. Donc, on a cherché à bien dresser, placer le contexte et bien comprendre quelles étaient toutes les articulations au cœur de la parentalité avant de commencer à travailler. Parce qu'en fait, tout simplement, le langage généralement accepté de la parentalité est également très important et il est différent hein, selon que on parle avec les mères ou avec les pères. Donc, il a fallu identifier les différences et puis s'assurer que le récit de la négativité ne soit pas attaché à la langue de la paternité. Donc, nous avons développé l'interaction, cherché à collecter donc des informations. Tout cela a été aussi très important. Alors, notre travail est encore en cours, hein, bien sûr, mais justement, concernant les références, les standards, c'est le travail que nous avons entamé. Et ce projet s'effectue en partenariat avec Parenting Partners, une autre organisation dans les Caraïbes. Et l'impact a été très important hein, jusqu'à présent. Donc, nous avons hâte de poursuivre cette collaboration. Merci beaucoup pour cette question. Alors, concernant les références, je crois que effectivement, c'est un domaine
important d'interrogation pour s'assurer que nous avons tous un sens clair de ce qu'il convient de faire pour euh, parvenir à l'égalité de genre en matière de parentalité. Hein, il faut clarifier bien les termes avant. Donc, excellente intervention. Merci beaucoup. Je- Donc, nous allons avoir encore un peu de une autre intervention, une seule minute, et puis nous allons passer à la séance suivante. Gabriel, allez-y. Oui, bonjour à tous. J'apprécie beaucoup cette conversation. Joseph, Philippe et Daryl, merci beaucoup pour votre contribution. Et pour faire écho à votre commentaire, Cheki, alors je sais que ce travail autour de la paternité est très important et ne fait que débuter, mais cela a été déjà débuté au milieu des années 1990, mais cela débute dans les Caraïbes. Donc, comment cela fonctionne-t-il, le fait d'encourager les pères à s'impliquer davantage dans le soin des enfants, soins domestiques? Euh, Comment avez-vous pu traduire cela et vers un changement des normes sociales, un véritable changement des normes, des valeurs, des mentalités, d'une façon plus globale concernant les relations entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire au-delà d'un changement des comportements. Euh, que, Avez-vous trouvé un point d'entrée vers un changement plus en profondeur des normes sociales? Merci beaucoup pour cette question. C'est effectivement quelque chose que nous devons développer davantage, développer des références euh, pour garder à l'esprit à l'heure de mettre en œuvre des programmes. Mais c'est important c'est certes de mettre en place des programmes, mais d'avoir une vision plus large parce que malgré de nombreux efforts, l'égalité entre les genres ne peut être obtenue sans une surveillance, sans une analyse plus large de ce que vous mentionnez, non? Le changement des valeurs, le changement des normes sociales, etc. Alors, je voulais répondre à Gabriel, Joseph au micro. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette question. Alors, c'est un chemin long, parsemé d'embûches, bien entendu. Et une des stratégies que nous avons utilisées, c'est le travail donc dans les écoles et s'il y a des choses que pas une mère ou un père ne peut pas faire, est-ce que physiquement il y a des choses que la mère ou le père ne peut faire ou ne peut pas faire? Par exemple, euh, effectivement, un père ne peut pas alimenter au sein son enfant. Donc, cela ne peut pas changer. Tout cela a des conséquences sur les normes qui s'en suivent, hein, parce que comme les pères ne donnent pas ça, on en déduit que les pères ne peuvent pas se charger de l'alimentation des enfants. Donc, c'est effectivement tout cela qu'il s'agit de changer. Il faut changer le récit, mais il faut savoir d'où l'on part. Et je reconnais hein, que les répercussions étaient massives, mais les changements ont été au rendez-vous.
Mais effectivement, il convient de garder toujours à l'esprit un panorama plus vaste. Il faut partir des perceptions personnelles de chaque personne et puis élargir et en tirer des conclusions plus vastes. Craig. Craig, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, Shaki. Donc, nous avons une expérience de changement social via l'éducation grâce à nos programmes, grâce au travail que nous avons effectué avec les pairs, ce qui n'est pas déconnecté de l'ensemble effectivement global de valeurs sociales, de normes. Hein. Tout cela est étroitement articulé. Et il y a d'abord le niveau de réalisation de campagne, des discours politiques, et les valeurs qui sont célébrées par les personnes qui ont la parole, qui s'expriment en public. Et le travail que nous effectuons sur le terrain doit être cohérent avec les messages véhiculés de façon plus globale. Alors, par exemple, les leaders sportifs hommes sont importants. Il est important que le message qu'ils véhiculent aille dans le même sens parce que leur impact peut être très important. Donc, nous avons travaillé également à ce niveau. Nous avons cherché à nous engager directement avec donc certains représentants qui ont la parole et qui peuvent véhiculer un message important. C'est ce que nous avons fait aux États-Unis, au Canada. Donc, je vais partager un programme qui est très populaire dans mon réseau au nord des États-Unis, qui s'appelle Nurturing Father, les pères qui nourrissent. Et il y a une page que vous pouvez consulter en ligne si vous souhaitez en savoir plus. C'est un programme de 13 semaines et les services de protection étatique de protection des enfants contre les violences. En fait, ce sont des sujets graves et sérieux. Hein. Ce sont ces services de l'État qui permettent de soustraire des enfants soumis à la violence. Et on s'aperçoit que le fait de ce qui était fait bien souvent, c'était soustraire, écarter les pères des enfants pour éviter de soumettre les enfants à cette violence. Donc, nous avons cherché à travailler avec ces pères et nous avons cherché à les engager euh, dans dans la tâche d'éducation des enfants. Nous avons cherché à travailler différemment. Donc, nous offrons un soutien en matière d'éducation, ce qui est une approche différente de simplement éviter la survenue et la présence de la violence. Et donc, nous leur donnons des objectifs, nous leur donnons des objectifs à atteindre. Et ce programme donc est offert aux pères qui ont été donc écartés de leurs enfants en raison de violences domestiques. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour vous en dire un petit peu plus. Donc, le programme Nurturing Fathers est basé sur des preuves. Hein. C'est une formation de 13 semaines, comme je le disais, qui dispense des conseils, des compétences en matière de, d'alimentation pour nourrir, pour enseigner et apporter une contention aux enfants. Donc il y a plusieurs sujets. Hein. On voit ici d'abord
une formation sur les racines de la paternité, les obstacles, les défis. C'est vraiment un programme qui a pour objectif d'avancer sur le terrain de la lutte contre les violences sexistes, un sujet extrêmement complexe. Et nous avons encouragé les groupes qui travaillent sur cette question dans le pays à prendre soin de leur vocabulaire parce que nous considérons que le sujet est très fondamental, bien évidemment, mais très complexe et nous avons cherché à l'aborder de façon différente. Donc, ensuite, on parle donc du travail avec les enfants, de la relation avec les enfants et puis comment prendre soin également des bébés. Alors, il y a également un sujet qui traite du fait de soigner sa propre blessure dans la relation avec son propre père pour, bien sûr, améliorer la relation avec ses enfants. Donc, voilà pour le programme. Et puis, à la fin, il y a une remise des prix, une remise du diplôme avec des activités de clôture. Hein, donc, c'est un programme qui offre, d'une façon générale, un soutien social qui apporte tout un soutien, toute une formation à ses pairs pendant 13 semaines et qui a été suivi des faits dans différents contextes culturels et sociaux. Donc, je voulais partager une expérience en particulier. Et je vais ensuite partager le lien dans le chat pour que ceux qui sont plus intéressés puissent en consulter davantage d'informations par la suite. Je suppose que vous pouvez voir cela. C'est la page web. Nous avons des rencontres de base régulière et la semaine passée, nous avons eu une rencontre sur la qualité des relations de genre. Ici, je vous laisse le lien. Je vais descendre, vous montrer quelques vidéos. Nous en avons un avec le coach Lequan. Cette session s'enregistre. Voilà, ici, nous avons quelqu'un qui a travaillé avec la coalition contre l'assaut sexuel, Emiliano Diaz de Leon. Il travaille avec les hommes. Et il y a beaucoup de ressources et aussi un lien au document que je viens de vous mentionner. Je voulais vous mentionner cela, comme ça vous pouvez en profiter. Et je voudrais demander au coach Lynn s'il voudrait participer. Comme ça, on pourra faire quelque chose d'un peu plus dynamique et voir ce qu'il aimerait nous partager. Bonjour, coach. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe. Je ne vais pas occuper trop de temps. À ceux qui sont de New York, vous allez bien comprendre qu'il ne faut jamais prendre trop de temps. Et de vous écouter, vraiment, j'ai senti beaucoup d'orgueil de voir où on en est avec le mouvement des pères. Vous, ça fait combien d'années que vous y participez? Oui, ça fait quelques années. C'est un mouvement qui est né d'un besoin. Il y en avait quelques-uns qui étaient des pères seuls. Moi, j'avais un bébé, on n'avait pas de voix. Et puis dans les tribunaux de justice, on n'avait rien. Et je voulais qu'on nous reconnaisse. Donc ça, c'est mon héritage. C'est vraiment quelque chose qui est né d'un besoin. Je vais vous raconter plusieurs choses.
je vais être très bref. C'est, on s'est senti très orgueilleux d'avoir cette tâche. La paternité a existé depuis il y a beaucoup de temps. Et puis est né ce mouvement d'égalité de genre et on voulait tendre un point parce que tel comme on voit la paternité ici, ça vient pas de rien. Et c'est sûr qu'il y a des mouvements des pères un peu partout. Et tel comme Greg a déjà mentionné, il y a des initiatives un peu partout, mais rarement les thèmes de l'égalité de genre et de justice de genre. Avant, c'était pas trop quelque chose qu'on mentionnait. On disait, ah, je peux pas avoir mon enfant. Et, et c'était tout. Et c'est important de souligner qu'aujourd'hui, notre tâche, c'est de construire ce pont parce qu'on veut des familles fortes, des communautés fortes, mais sans les pères, en, en remplissant leur rôle, c'est, on manque quelque chose. On a besoin des pères pour les communautés. Et bien sûr qu'il faut jurer de ne jamais utiliser la violence contre personne, ni les femmes, ni personne. Et ça, c'était vraiment notre mission. C'était très bien. Et Emma, vous voudriez dire quelque chose de Deeds Driven Dad? C'est une capacitation. Nous sommes une ONG, une organisation non gouvernementale qui se focalise sur la construction des compétences. On a été dans les Caraïbes. C'est un projet très beau, surtout au Jamaïque. Mais en bref, il faut qu'on montre aux pères qu'on ne peut plus penser qu'on qu'on peut être père et ne pas remplir son rôle. Parce que si nous supposons que 6 de chaque 10 pères n'avaient pas de père, ça c'est le résultat d'une enquête qu'on a menée. On demande souvent, vous connaissiez votre père? Je ne sais pas. Et quel est votre sentiment par rapport à votre père? Je ne l'aime pas. Ça, c'est quelque chose du Caraïbe, mais c'est aussi vrai pour beaucoup d'autres lieux dans le monde. Et il est très important de montrer à ces pères des actes, pas des mots, des actes. Vous comprenez? Des actes, pas des mots. Voilà. Très bien, Vélo. Et c'est pour ça qu'on a ce mouvement Deeds Driven Dads, les pères pour les actes. Nous dans les laundromats, dans le Caraïbe, on trouve des pères et c'est là où on réalise nos rencontres. Et les pères, ils amènent leurs enfants. C'est de ça que ça s'agit. Montrer tous les jours avec les routines et avec les tâches ce que cela veut dire d'être père. Et ça, c'est même une autothérapie de se focaliser sur les enfants, de leur montrer où on va. Et d'un coup, la vie aussi, elle va changer parce qu'on va se dire, ben, moi aussi, je peux faire ces choses, je peux changer ma vie. C'est donc un effet thérapeutique, vraiment.
Et c'est un grand honneur. J'ai vu les présentations et c'était vraiment excellent. Je- Vous avez vu les photos, les regards de ces hommes, leur orgueil, cette salle remplie d'hommes. Et et on pouvait voir que tant leur regard comme aussi leur, leurs oreilles étaient ouverts. Ils voulaient apprendre comment être de mieux parents. Donc, vous savez, quand il s'agit d'encourager l'égalité avec le partenaire, que c'est quelque chose de très important pour établir une relation saine avec les enfants. Oui, de nouveau, des actes, pas des mots. Parce que quand on se transforme en fournisseur de soins, ce n'est pas sa rôle à elle de laver les plats quand un père remplit son rôle. C'est faire des choses et c'est là où sa rôle devient quelque chose de positif. Ces enfants ont de mieux résultats à l'école. C'est quand ils sont sans lui que vraiment c'est ça qu'on voit. Une chose a des répercussions sur l'autre. C'est quelque chose de symbiotique. Ah, très bien, merci. S'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez nous partager, on a encore un peu de temps. Et sinon, on pourrait aussi répondre à quelques questions. Et il y a une chose pour ceux qui travaillent au Caraïbes, ben, on est prête. Il y a plusieurs choses qu'on encourage toujours des, les pères à les faire. Il faut encourager les hommes, et peu importe de quoi il s'agit, mais il est très important que tout d'abord, ils puissent reconstruire leur foi parce qu'ils n'avaient personne quand ils étaient plus jeunes. Donc, il faut les encourager, leur montrer qu'ils peuvent faire cela et qu'ils peuvent former partie de leur communauté et réaliser des actes, pas des mots. Bon, maintenant, on passe à la suivante étape, des sacrifices. Levez vos mains si vous comprenez de quoi il s'agit. Il faut faire des sacrifices quand on est un père ou un parent engagé. Il va falloir sacrifier des choses parce que c'est comme ça. Il y a beaucoup de programmes de construction de compétences et oui, sacrifice, pas des choix. Il faut retourner à l'école pour que vos enfants puissent voir votre exemple. Si vous avez trop travaillé et en plus vous étudiez, ça c'est un bon exemple. Donc, sacrifice, sacrifice. Euh, Puis, patience. Il faut être patient et oui, les gars, je, je vais bientôt terminer. Donc, c'est très, très important de parler, d'avoir de la patience. C'est pas, ah oui, je suis vraiment pressée. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, il faut enseigner de la patience, puis de l'engagement, parce que ce parcours, c'est un engagement à vie. C'est pas quelque chose qui termine quand ils ont 18 ans, quand ils se marient. Non, vous allez être des pères pour toute la vie. Parce que aussi, une fois qu'ils s'en vont, vous voulez pas être tout à fait seul. Et puis, amour non conditionnel, parce que ça, c'est ça, la paternité. Être un père, c'est ça, amour inconditionnel.
Et je sais que vous allez raconter une histoire folle, mais eux, ils le savent. Mon père, il va être là. Peu importe ce qui est arrivé, il va tout de même m'embrasser. Donc, ça, ce sont les 5 clés. Il faut toujours ouvrir la porte, même si vous êtes, si vous êtes le, le pire des enfants, il va tout de même vous ouvrir la porte. Ça, ce sont les clés. Et c'est ça ce que le programme veut transmettre. Et je vous encourage de travailler là-dessus. Merci, ça c'est vraiment très bien. Et merci pour nous accompagner aujourd'hui. Nous nous trouvons sur le même chemin et nous voyons que travailler avec les pairs, c'est vraiment un area d'un engagement significatif. Il n'est pas toujours facile de mesurer les progrès, mais il y a des choses comme promouvoir des tâches au foyer. Ça, par exemple, on pourrait voir combien il fait la cuisine, combien il lave les plats. Je voudrais voir avec Shaggy. Je crois qu'on a encore une demi-heure avant de terminer. Donc, on a encore plein de temps pour avoir une conversation. On va pouvoir prendre des questions du public. Et vous, Shaki, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire d'abord? Oui, je pense que c'est vraiment excellent ce que vous avez travaillé. C'est très encourageant de voir ce que vous avez fait et comment vous avez pu euh, travailler au Caribe. Et j'aimerais comprendre un peu mieux parce que vous avez parlé du programme de paternité. Est-ce que c'est un réseau mondial? Teach-driven dads. Euh, C'est une variété de réseaux formels, surtout aux États-Unis et au Canada. Euh, il y a aussi Men's Care, Men's avec une S.org qui est vraiment un effort à échelle globale. C'est deux qui ont le plus de représentation à un niveau global. Je vais vous le partager dans le chat. Oui, dans les États-Unis, c'est fatherhood.gov et puis Nurturing Fathers. Ils sont assez établis, ils réalisent des programmes de construction de compétences. Vous pouvez aussi apprendre comment présenter le curriculum. Il y a aussi des manuels et puis des ressources très bien développées. C'est un programme très fort, donc un très bon point de départ. Ça répond à votre question? Oui. Et je vois aussi un autre commentaire. Je suis très curieuse. Comme Parce que j'ai entendu que vous l'avez mentionné, l'évitement des tâches au foyer, c'est, c'est une des choses qu'il faut travailler. Oui, ça c'est un point important. Et oui, ça c'est un défi. Et je voudrais voir les différentes approches des gens. Le coach peut nous en avoir parce que comment être direct par rapport à la violence domestique quand on a toute une salle plein de gens qui potentiellement l'exercent. Est-ce qu'ils forment partie de la solution, du problème ou des deux côtés?
Et je crois que l'audience des pairs, ça, c'est la solution. Et comment ils connaissent leurs sentiments et comment ils approchent le pouvoir d'une nouvelle manière. La société est une société où les hommes ont une position plus élevée, ils peuvent la renforcer. Il faut donc travailler là-dessus. Et si eux, ils en font leur identité, c'est tout un problème. Donc, renforcer le rôle de fournisseur de soins, ça peut former partie de la solution, mais c'est un peu indirect. Pardon? Mais est-ce que vous travaillez à travers de la dynamique de pouvoir? Oui. C'est comment l'approcher d'une forme directe. Et je vais diriger cette question au coach. Comment dire au père où la violence commence et comment l'éviter? Quelle est votre expérience par rapport à cela? Ce que nous cherchons maintenant, c'est d'involucrer des professionnels pour travailler là-dessus, pour montrer quand nous avons ces rencontres, parce que ça, c'est quelque chose de très personnel. Ce sont des rencontres où les hommes vont montrer beaucoup de choses. Tout d'abord, ils vont être très, ils vont pas trop oser. Mais après, c'est la présentation et puis le suivi qui sont importants pour assurer qu'on pourra arriver à l'audience et qu'ils vont être perceptives et ça, c'est très important, surtout aussi au Caraïbes parce que les îles sont très petits. Donc, il faut être toujours très précautionneux lorsque l'on travaille avec les pairs. Mais ce n'est pas impossible de faire bouger les choses au nom de l'égalité entre les genres. Je sais que les facilitateurs ont eu du mal à soulever des questions en raison de la réticence, hein, les résistances qu'ils ont rencontrées. Moi, j'ai travaillé avec de nombreux groupes et bien souvent, dans le programme, justement, il y avait des hommes qui avaient perpétré, étaient condamnés pour violence domestique. Et donc, c'était délicat, bien sûr, de travailler avec eux parce qu'ils sont justement là, dans ce programme, en réponse à leur comportement de violence. Et euh, mais justement, ce qui a été utile, c'était de rassembler ces pairs et de travailler justement sur la difficulté de faire changer les choses. Et il ressort que nous devons travailler ensemble. En travaillant de façon conjointe que nous pouvons sortir de cette situation, faire changer les choses. Il y a toujours plus de succès lorsque le travail s'effectue en groupe. Mais je crois que l'idéal serait de mêler les différentes approches, donner des informations aux, aux pairs et travailler ensemble. Parce que si vous leur donnez les informations à ces pairs, vous leur donnez en quelque sorte l'antidote. C'est ce que nous essayons de faire via le programme. Nous, nous avons cet exercice qui retrace les différentes caractéristiques d'un père qui prend soin de ses enfants. Donc, comment faire pour parvenir à ce résultat?
Ouais, c'est parce que parfois on nous demande, mais alors, si je suis un père, je cesse d'être un homme. Enfin, il y a ces différentes caractéristiques qui se mêlent et qui parfois se contradisent et qui méritent un dialogue. Et c'est tout l'intérêt justement de ce travail en groupe entre pairs, entre hommes. Sita, voulez-vous poser une question? Merci beaucoup. C'est une conversation vraiment passionnante et félicitations à vous tous pour le travail que vous faites. Moi, je m'interroge concernant la coparentalité parce que n'oublions pas que la mère est impliquée également et qu'ils soient ensemble ou pas d'ailleurs. Et je me demandais euh, quel, quel important vous accordiez à la communication, à la coopération. Parce que, en fait, les questions que vous soulevez pourraient se poser également pour les femmes. Dois-je cesser d'être une femme si je suis une mère, etc. Donc, comment faites-vous pour soutenir les deux, la mère comme le père, et soutenir ad- également cet effort de coparentalité pour que chacun trouve sa place et que la communication s'établisse? C'est la question que j'avais, donc, et savoir comment vous l'intégrez dans vos formations. Oui. Alors, je crois que tout le monde pourrait répondre, hein, mais je, coach, est-ce que tu veux en parler? Et puis on va passer après la parole à d'autres intervenants. Oui, malheureusement, il y a des, tellement, un- des relations tellement différentes, des types de relations. En fait, c'est très complexe tout ça. Il y a les enfants, le père, la mère, mais dans une immense diversité de scénarios. Donc, lorsque les enfants sont impliqués, ce qui est important, c'est toujours de faire le meilleur pour l'enfant. Qu'est-ce qui est meilleur in fine pour l'enfant? Même si la mère ou le père doit sacrifier des éléments, même si cela provoque des disputes, des confrontations. Donc, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous mettons l'accent là-dessus, avec toutes les conséquences que cela comporte. Craig au micro. Oui, moi je mettrais l'accent sur une relation sécurisée entre les partenaires pour travailler ensemble. Taki, est-ce que tu veux intervenir? Oui, merci. Daryl ou Philippe, est-ce que tu veux dire quelques mots? Moi, sinon, j'ai des informations de contexte sur la coparentalité, mais peut-être avez-vous des apports? Bon, je vais commencer. Ce qui me semble intéressant, effectivement, dans le travail de la coparentalité, c'est qu'il y a des aspects judiciaires, sociaux. Il faut réussir à tout articuler pour présenter la question de l'égalité entre les genres. Et pour nous, ce que nous faisons, c'est intervenir euh, au niveau légal, comme entrée traditionnelle. Donc, il y a l'idée de la coparentalité, de justice sociale. Et tout cela crée bien sûr de nombreux défis euh, concernant donc le soutien de l'enfant. Il faut toujours parvenir à des accords, effectivement, naviguer entre les tensions entre les différentes parties qui découlent de l'éducation de l'enfant. Et nous essayons d'avoir de favoriser le dialogue en toutes circonstances au lieu de parvenir directement à cette confrontation devant un tribunal. Et nous essayons de créer un espace de, de dialogue où l'on décortique les questions, décortique les tensions. Et donc, ces couples parlent de leurs problèmes, de leurs difficultés.
Et chacun s'exprime. Bon, moi, je voudrais voir plus mon enfant. Moi, j'ai besoin d'argent pour le soutien de mes enfants. Et dans ce contexte, délicatement, nous introduisons ce qui nous semble être la racine du problème. Donc, lorsque ces personnes ne sont plus ensemble, on leur dit donc, vous ne vous entendez plus, certes, la relation entre vous est conflictuelle, mais remettons au centre l'intérêt de l'enfant. euh, et c'est le moment en général où il y a une reconnaissance euh, des inégalités éventuellement qui existent et de la matière, donc de la manière que chacun puisse respecter l'autre, chacun puisse trouver sa place et faire sa part du travail de l'éducation des enfants. Moi, je voulais intervenir rapidement. C'est effectivement une question très importante. Donc, il y a effectivement un aspect légal. Dans de nombreux instants, ces questions sont soulevées. Donc, souvent, il y a donc ce contexte de conflit domestique où la question de la, de la protection des enfants, de qui s'en occupe, qui a la garde des enfants. Et via notre programme adressé aux hommes qui ont perpétré des actes de violence, nous avons noté qu'il est important pour les hommes que les femmes ils sachent que les femmes sont engagées. Il est donc nous offrons des services également pour les femmes de conseil, de soutien, puisque elles été elles-mêmes victimes donc de violence et pour former les deux parties, apporter un conseil, une formation pour les hommes d'un côté, pour les femmes de l'autre. La technologie nous aide à cela. Nous avons des outils spécifiques à partager sur ces questions donc de la garde des enfants, de la coparentalité dans ces contextes de conflits domestiques, de violences domestiques, de conflits entre les parents. Euh, dans tous les cas, il faut parvenir, dans l'idéal, à une réunion de la mère et de la père du père pour échanger les informations et pour discuter, idéalement dans le calme, de la meilleure stratégie à adopter pour l'éducation des enfants. Oui, je vais partager dans le chat un lien vers le centre que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, les pères bienveillants, Nurturing Fathers. Et l'idée de ce programme, c'est que ce programme complet, c'est justement, comme le disait coach, hein, d'avoir des éléments pour les pères et pour les mères, d'avoir des ressources qui apportent des réponses à tous les cas de figure et à toutes les parties prenantes. Donc, ce programme pense au problème dans son ensemble. Pour promouvoir l'égalité, l'équité de façon générale et la coopération. Et comme cela a été mentionné également, il y a également cette notion de faire, de repousser en quelque sorte les frontières traditionnelles, les normes sociales. On cherche à abattre les préjugés, les normes existantes lorsqu'elles sont déficientes ou lorsqu'elles sont nocives. Par exemple, les violences perpétrées par les femmes également, c'est une expérience différente. Mais certaines personnes cherchent à en parler également. Cela existe. J'ai entendu hein, beaucoup d'hommes
survivants de violences perpétrées par les femmes également. Donc, c'est quelque chose que nous englobons également. Et la conversation verbale, c'est important parce que je sais que beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas formés à l'usage de la parole. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous parlons. On encourage tout le monde à parler, à se connecter, à partager, à s'engager. Et nous apprenons également à nous connecter. Que c'est un apprentissage, mais c'est quelque chose qui offre un soulagement immédiat. Hein, ça élimine énormément de tensions. Et d'ailleurs, nous sommes euh, fiers du travail déjà accompli, des résultats que nous observons. Et les personnes également se sentent fières d'avoir participé et se sentent soulagées. Bien, donc nous avons encore 20 minutes, le temps pour vous de poser des questions. Et la question de la critique reçue a été soulevée. Comment gérez-vous les critiques auxquelles vous vous heurtez concernant euh, sur la façon de répondre aux questions, aux critiques, aux oppositions dans les programmes, sur le terrain? Et comme je le disais, il y a une atmosphère différente lorsque il y a seulement des hommes dans la salle. Je crois que les euh, groupes constitués d'hommes uniquement évoluent très vite sur la question des normes et cherchent à, par exemple, ne pas se critiquer, ne pas euh, entrer en conflit. Il y a tout de suite une conversation qui évolue vers la question des normes et du respect des normes. Mais comment pouvons-nous promouvoir d'autres valeurs, c'est-à-dire la fierté, par exemple, la fierté de participer à l'éducation de ses enfants, la fierté d'être responsable, d'offrir un modèle euh, et important et positif. Donc, il s'agit de changer l'orientation de la conversation dans ces groupes d'hommes. Et c'est ce que nous faisons lorsqu'il y a à la présence d'un modérateur qui cherche à orienter différemment les conversations qui surgissent. Euh, Cela a été particulièrement utile de mon point de vue. Alors, je vois une main levée, Shanti. Oui, oui, merci beaucoup pour cette conversation très intéressante. Moi, je travaille pour Men Engage depuis de nombreuses années désormais. Je travaille également dans le cadre de la commission sur la condition de la femme. Je suis également une mère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Et mon fils, qui a 35 ans aujourd'hui, mon fils et son père m'ont contacté. Le père de, hmm, le père de mon fils m'a contacté il y a quelque temps parce il avait l'impression d'avoir perdu la connexion avec son fils. Et moi, je ne peux pas en parler avec mon fils parce que j'ai peur de sa réaction. Il a été déçu par son père et par moi-même. Il met un petit peu tout dans le même palmier. Mais aujourd'hui, son père prévoit d'aller le voir chez lui et de lui donner une carte d'anniversaire pour le prendre dans ses bras. Mais je ne suis pas plus en couple avec son père. J'aime mon fils, en condition, bien sûr. J'aime son père également. Mais moi, comment, en tant que mère, puis-je aider deux hommes à s'accepter les uns les autres, à s'aimer? Je sais que mon fils veut être un père et je sais que soigner la blessure qu'il y a dans la relation avec son père l'aidera à devenir lui-même père. Oui, eh bien, j'invite les personnes qui nous écoutent, qui sont présents, à peut-être poster leurs conseils dans la discussion. Moi, j'encouragerais simplement le père à se
entrer en connexion avec d'autres pairs, à participer à des programmes peut-être, parce que écouter d'autres personnes parler de leur relation peut-être que cela peut l'aider. Il s'agit peut-être d'offrir des excuses, d'apprendre ce qui a pu se passer. Peut-être que je ne l'ai pas écouté, peut-être que je l'ai forcé à faire des choses, peut-être que je n'étais pas assez présent, peut-être que cela nécessite une excuse sincère qui permettra d'améliorer la relation. Mais je crois que le soutien est fondamental dans ce contexte. De soutenir les uns les autres, c'est fondamental. Autre réflexion? Autre question? Jacqueline? Bonjour, comment allez-vous? Je suis des Grenades. J'étais ravie d'entendre Chakri présenter le contexte dans lequel ces questions sont soulevées dans les Caraïbes. Il y a ce lien inextricable entre l'implication des pères envers leurs enfants, dans l'éducation des enfants, dans la bienveillance envers les enfants, et puis également l'obligation parentale de soutenir financièrement l'éducation des enfants. Hein. Tout cela se produit ensemble dans le contexte. Et on parle rarement des droits des parents en concernant donc cette obligation parentale du soutien financier. Donc, il y a des environnements où la question financière est très prenante, est une question centrale et l'aide de l'État n'est pas forcément disponible immédiatement. Donc, c'est une question qui a beaucoup d'importance. Les parents, le père ou la mère ont de grandes difficultés à subvenir simplement aux besoins économiques de l'enfant. Donc, dans quelle mesure ces discussions peuvent aider ou non au contexte général, à l'éducation générale des enfants? Comment intégrer ces discussions? Est-ce que euh, doit-on séparer ces questions ou au contraire les traiter ensemble? C'est ma question. Qu'est-ce qui est le plus bénéfique? Je pense que pour être honnête, et j'espère que l'audience sache l'apprécier, on fait vraiment un effort pour chercher quelque chose qui puisse être utile. Et bref, bien sûr que c'est une problématique clé. Et nous sommes dans un bon endroit dans le Caraïbe parce qu'il y a vraiment une grande demande pour ce genre de ressources et on cherche toujours de, de faire en sorte que l'impact soit ce qu'on désire. Et je suis d'accord que la réalité sur le terrain par rapport au cas qu'on traite dans la justice, et pas seulement par rapport au soutien financier, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un fardeau qu'il faut aborder. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il est très important voir les approches qu'on utilise pour avoir un agenda plus simple qui aborde beaucoup de problématiques, mais il faut aussi penser à cela et il faut voir le point de vue stratégique parce que au fin du jour,
Ce- il est très facile que la conversation perde sa voix. Il faut toujours penser aux trois objectifs et comment structurer notre parcours. Nous voulons la participation, qu'on a vu dans la présentation de Daryl. Nous voulons la participation des hommes. On a l'intérêt et la volonté. Et il faut penser comment inclure dans ces programmes tous les points importants comme référence parce que nous voulons qu'ils viennent, nous voulons qu'ils participent, mais nous voulons aussi un impact et nous voulons voir des résultats dans les autres areas. Est-ce que ça se comprend? Oui, très bien. Je crois que c'est une réponse. Une des problématiques, c'est que les configurations institutionnelles doivent avancer à la part, surtout les tribunaux de justice qui doivent valoriser plus les contributions monétaires et pas comme opposées aux soins. Pa- Parce que le soutien financier par rapport aux soins, cela doit traduire aussi au niveau institutionnel pour que les tribunaux de justice envisagent les soins des deux parents comme quelque chose de vraiment valorisé et plus signifiant de ce qu'on voit en ce moment. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Parce que moi, je suis le fournisseur. Et si cela n'a plus rien à voir avec les soins et se réduit au fournissage monétaire, ce n'est pas ce qu'on veut, parce qu'on peut être un fournisseur de soins en nettoyant la maison ou en amenant l'enfant chez le médecin. Il faut expandir la définition et en y parlant, on peut influencer aux preneurs de décision. Et parce que normalement, on pense toujours au père comme fournisseur des moyens financiers et cela fait en sorte que les pères démunis aient une position vraiment difficile et une influence. C'était le département des revenus qui avait un programme qui portait tout sur comment faire en sorte que la contribution financière soit payée. Et il faut assurer qu'il pense d'une manière différente. Et pour voir comment on aide aux pères qui n'ont pas d'argent, mais qui tout autant veulent être des fournisseurs classeurs. Il faut donc aborder cette question d'une manière un peu différente. Chanty, vous avez levé votre main. Oui, je voulais vous raconter d'un atelier qui était vraiment très utile. C'était avec deux leaders, une femme et un homme. C'était avec beaucoup d'hommes et de femmes. Et les femmes étaient entre elles et on parlait de ce que ça signifiait que d'être une femme depuis la naissance jusqu'à la mort et les femmes et les hommes faisaient la même chose. Les hommes, ils disaient qu'il faut pas pleurer. On a cette pression d'être le
fournisseurs des moyens financiers. Bien sûr, il y a beaucoup d'années de cela, et beaucoup de choses ont changé, mais il est très utile de comprendre comment c'est que la vie, à partir de la perspective de l'autre, parce que ça aide à franchir les obstacles. Et après, on a changé et après savoir vu ce que ce serait d'être un homme à partir de la naissance jusqu'à la mort, moi, je me sentais prête à sortir et à lutter et cette incapacité de pleurer et d'être vulnérable. Les choses que nous, les femmes, on a le choix d'avoir, c'est peut-être de vieux stéréotypes, mais tout autant, je pense que c'est très utile parce que pour moi, ce régime connaît des filles et des garçons et il faut ir au-delà de cette dichotomie. Donc, je voulais vous mentionner ce genre d'atelier pour tout le monde intéressé. Merci. Bon, Shaki, il nous reste 10 minutes. Des commentaires finaux, des questions. Et je pense pour moi, des, de bonnes leçons, c'est qu'il est très important de voir quels sont les liens entre la parentalité et l'inégalité de genre et quelles sont les choses que si on va engager les pères, quelles sont les références qu'on devrait avoir, les références pour toute intervention à réaliser. Et j'ai beaucoup aimé ajouter, regarder le système et voir comment, en tant que réseau, on pourrait faire le plaidoyer et influencer par rapport à voir comment cela pourrait influencer l'égalité de genre. C'est quelque chose de très intéressant d'apprendre de vous et je voudrais vraiment remercier aux facilitateurs. Je vais définitivement entrer en contact avec vous et faire en sorte que ces bénéfices continuent à être disponibles. Bon, coach a dû s'en aller, mais je ne sais pas si peut-être quelqu'un d'autre aimerait partager quelque chose. Je sais que Daryl et Joseph aussi ont dû y aller. Philippe aussi. Bon, c'est donc que nous, ben, c'est très bien d'être ensemble. Ça a été un long chemin, mais un chemin très utile avec beaucoup d'opportunités. Et c'est une opportunité pour l'éducation et l'engagement. Et les traditions sont là. C'est notre travail d'y ajouter et d'encourager ces dimensions et de montrer que d'avancer dans ce sens, ça nous donne beaucoup d'opportunités à être plus sains. On pourrait faire une liste des choses les plus importantes qui ont surgi. Et donc, merci. Ça a vraiment été un grand plaisir d'être ici aujourd'hui.